Bonjour à tous, bienvenue, merci, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette plénière de clôture de la Good Week. Alors ça fait maintenant près d'une semaine que vous nous accompagnez, que vous nous avez vu vous parler de la collecte de fonds pour cette Good Week qui est organisée par Force for Good en partenariat avec SED et l'agence Tam Tam. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité tout au long de la semaine. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi plusieurs rendez-vous, mais vous avez des onglets de votre fenêtre, des petits onglets en bas à droite qui vont vous permettre de poser des questions à nos intervenants du jour, l'onglet questions, ce qui nous permet d'avoir vraiment une liste de questions. Puis il y a un onglet chat. Si vous pouvez ne pas poser vos questions dans le chat il est fait pour discuter entre vous, apporter des éléments de réponse si vous en avez parfois quand les questions sont posées. Ça nous permettra d'échanger tous ensemble. Les questions sont surtout à la fin de ce temps qu'on aura ensemble, de cette heure qu'on aura ensemble. Et puis, on aura aussi un ou deux sondages à vous proposer. Alors, pour commencer cette table ronde de clôture, je vais vous replonger dans quelque chose que vous vivez forcément souvent. Un soir, vous décidez de regarder une nouvelle série sur Netflix, sur ce que vous voulez, Amazon. Vous avez un petit peu de temps devant vous, de quoi regarder 3 épisodes, et puis en fait, les minutes défilent. Et pendant ces minutes, vous n'arrivez pas à choisir, et c'est agaçant. Alors maintenant, faites le même test avec le compte de votre ado. Vous changez de compte Netflix, vous allez sur le compte de votre ado. Alors là, ça va être encore pire. Vous allez chercher pendant très longtemps, vous aurez plein de films qui ne vous correspondent absolument pas. Et finalement, vous allez préférer votre carrousel à vous. Au moins, ce qu'on vous propose, c'est pas totalement à l'opposé de vos goûts. Puis dans un autre domaine, alors je suppose que ça vous est peut-être arrivé. En tout cas, moi, quand je repars de quelques jours de vacances avec mes parents, mon père a toujours un super itinéraire à me conseiller. En gros, il me fait, tu vas sortir à Montmarault, tu vas traverser la Palisse, tu auras moins de monde, etc. Pour pas le contrarier, je prends un air assez intéressé, puis je monte dans la voiture, je connecte Waze, et puis l'assistant qui me fait passer par les chemins de terre, voilà. Il faut avouer que la dernière fois, il m'a donné exactement le même chemin que mon père, quoi. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous parler du sujet du jour sans forcément aborder le traquenard du pape en doudoune ou de Joe Biden qui appelle les électeurs pour leur dire de ne pas voter. Le sujet du jour, c'est bien évidemment l'intelligence artificielle, l'IA, parce que oui, le carrousel Netflix, Waze qui nous trouve des alternatives plus vite qu'un copilote, c'est de l'intelligence artificielle. Et avec nos invités aujourd'hui, on va se poser une question qui vous concerne sans doute un petit peu plus. Est-ce qu'on peut confier son fundraising à l'IA? On ira sans doute beaucoup plus loin même dans la réflexion. Pour évoquer ce vaste sujet, eh bien, nous avons avec nous le président et cofondateur de Simplon, l'école qui forme au métier du numérique. Il a été élu personnalité IT 2022 par les lecteurs du Monde informatique. C'est Frédéric Bardot qui est avec nous. Et puis, on a aussi avec nous un des pionniers de l'intelligence artificielle. Il a notamment conseillé 2 présidents de la République sur la question de l'IA. Il est cofondateur de Consent Place et Everyone.ai. C'est Grégory Renard. Pour lui, il est très tôt parce que je crois qu'il est 7h du matin, tu nous as dit, Grégory, chez toi dans la Silicon Valley. Et puis, on a bien entendu un passionné de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est la première personne que j'ai entendu prononcer le mot de ChatGPT. C'est Antoine Vaccaro, le président de Force for Good. Alors, avant de te laisser la parole, Antoine, on va juste vous poser une petite question pour savoir comment vous vous situez avec l'IA. Si Claire, tu peux publier le premier sondage. Pour vous, l'IA, c'est quoi? C'est super excitant. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser au maximum. C'est super inquiétant. On va finir par se faire manger par la machine. Ou alors, c'est super, j'en sais rien du tout. Ça ne me concerne pas aujourd'hui. On verra bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, c'est super excitant quand même. On a super excitant. On n'a pas beaucoup de super inquiétant et on a super, j'en sais rien quand même. On en a quelques-uns. Alors, soit c'est des blagueurs, soit ils en savent rien. Effectivement. Antoine, je te laisse la parole. Oui, merci Grégoire, c'est vraiment une belle introduction et merci à nos deux intervenants prestigieux et je pense que cette table ronde de clôture va être à mon avis mémorable. Alors moi, pour aller très vite, je suis un béotien de toutes ces technologies. Je branche mon ordinateur et puis j'espère que derrière j'ai une prestation qui fonctionne sans trop me poser de questions, mais dès que en début 2023 j'ai entendu parler d'intelligence artificielle de ChatGPT, j'ai immédiatement plongé dans le bain à ma façon, de manière empirique, en regardant des tutoriels, regarder ce qui se passe à droite, à gauche, etc. Et je l'ai appliqué sur, à l'époque, c'était une version
Frick était 3.5, donc j'ai commencé à poser des questions. J'avais des réponses plus ou moins, comment dire, pertinentes ou plus ou moins performantes, et ça m'a amené à prendre l'abonnement, parce que je voulais quand même voir si ça pouvait être poussé un peu plus loin, et j'ai pris effectivement l'abonnement de ChatGPT 4, et là tout d'un coup je suis sorti de l'ombre, de la disons d'obscurité, et j'ai pu mesurer l'apport que représente en termes d'augmentation de capacité, de rapidité, à la fois de pertinence dans les recherches, et j'ai appliqué tout ça à peu près dans tous les domaines qui pouvaient m'intéresser, depuis quel est le bon choix d'un répéteur pour comment dire, envoyer un signal Wi-Fi à 200 mètres de distance de la box, comment organiser un road trip en Irlande, mais aussi plein de questions de culture générale. J'écris un texte, merci de me le réécrire en bon français. J'écris un texte, merci de me l'écrire en anglais. Enfin, pour moi, ça a été vraiment une découverte et une plongée passionnelle dans cette démarche. Alors, bien entendu, étant collecteur de fonds depuis quelques années, de très longues années, j'ai immédiatement essayé de voir si cet outil pouvait m'aider dans ma démarche professionnelle. Et voilà, j'ai commencé à explorer un certain nombre d'approches sur des textes, rédiger un message, rédiger peut-être une annonce presse, un post LinkedIn. Et là, à chaque fois, je me suis aperçu que tout d'un coup, j'étais devenu un Antoine Baccaro plus, j'espère pas moins, mais en tout cas plus. Et inévitablement, on pousse à chaque fois un tout petit peu plus loin la possibilité d'expérimenter cet outil. Je crois qu'on est au début d'une démarche qui est assez prometteuse et assez à la fois inquiétante par certains volets. Et on a voulu organiser cette séance de clôture sur l'IA avec nos deux experts, parce quelque part, moi je pense que de toute façon, on n'y échappera pas. On n'échappera pas à l'utilisation de façon de plus en plus, multiple, variée, diversifiée à cet outil, que cette maîtrise nécessite probablement pas mal de formation, d'accompagnement, de réflexion. Il y a, qu'on le veuille ou non, des sujets d'éthique qui se posent sur ce que proposera cet outil dans les différentes façons de lui poser des questions et la façon dont il nous les restituera. Et en fait, c'est l'ensemble de ces problématiques je voudrais qu'on aborde lors de cette table ronde, à savoir c'est quoi cet outil, qu'est-ce qui va nous permettre de faire, comment il va nous permettre de le faire, quels sont les dangers auxquels on est exposé, si danger il y a, comment se protéger d'éventuelles intrusions, éventuelles révélations de secrets d'alcôve ou de secrets professionnels quand on commence à utiliser cet outil. Est-ce que ce que je jette dans la machine va pouvoir être réexploité et va être finalement ça va enrichir l'ensemble de la connaissance, et finalement mes bonnes idées pourraient être récupérées par mes petits copains, concurrents, confrères, consoeurs, etc. Et surtout, je pense que ça va révolutionner notre métier de collecteur de fonds, aussi bien pour les professionnels qui travaillent en association et fondation, pour les professionnels qui travaillent en agence, pour les consultants. Et je pense que ce monde ne sera plus tout à fait le même dans les semaines, mois à venir, années à venir, du fait de l'apport de cet assistant ultra puissant à la vitesse à laquelle il peut travailler. Je pense qu'on aura beaucoup de mal à résister à son emporium. Je crois qu'on écrit chacun, quand on écrit vite, 40 mots à la minute. Je pense qu'il est capable d'en écrire 1000 à la minute. On voit tout de suite l'effet d'augmentation que ça peut représenter pour nos petites mains et nos petits cerveaux. Voilà, je fais une introduction très rapide. Je reviendrai éventuellement sur des propos lors des questions. En tout cas, vous avez en face de vous un béotien qui a plongé dans la marmite. Je suis pour l'instant très perturbé positivement par cet usage et par l'augmentation de la productivité et des capacités que ça peut nous offrir. Merci Antoine. Alors, Grégory, Frédéric, lequel d'entre vous veut commencer à définir ce que n'est pas l'intelligence artificielle? Quand on parle d'intelligence artificielle autour de nous, autour d'un café, à la famille, etc., il y a ceux qui sont excités. On l'a vu, il y en a beaucoup ici qui nous suivent. Et puis, il y a ceux qui nous disent « Non, mais c'est bon, on est tous morts dans… » Qu'est-ce que ça n'est pas, l'intelligence artificielle?
Grégory, je te laisse démarrer. Bon, allons-y. Ça n'est pas un élément dont vous devez avoir peur. Voilà. C'est un élément que vous devez vraiment prendre en main. C'est un outil formidable, exactement comme a été l'électricité, le feu, plein d'autres outils en fait de votre vie de tous les jours. C'est un outil duquel vous devez vous emparer pour justement travailler, Antoine, comme tu disais, sur l'hyperproductivité. Et sur la productivité, sur le fait de pouvoir apporter un gain de temps. Comme j'aime le dire très souvent, je considère que mon métier, bien que ne faisant que de la mise en œuvre d'intelligence artificielle appliquée tous les jours, mon métier à la fin, quand je le regarde avec un peu de recul, je suis surtout là pour compresser le temps sur des tâches dites cognitives et répétitives. Donc, grosso modo, tout ce qui n'est pas dans cette démarche-là, vous pouvez complètement l'oublier et allez-y à fond. Frédéric, est-ce que tu veux compléter? Pardon? Oui, ça veut dire que c'est pas un remplacement de l'être humain, quoi. Non. C'est vraiment un outil comme a été un marteau, comme est un frigo, comme est un four, une télé, une voiture. En fait, c'est un outil qui, par contre, peut forcément faire peur parce qu'en fait, il touche à des capacités de l'être humain. Mais comme, en définitive, certains outils aujourd'hui touchent déjà des capacités de l'être humain, et pourtant, on l'a complètement en fait adopté. Ce qu'on peut regarder, c'était un peu les discussions qu'on avait au préalable. Quand vous avez des révolutions technologiques de ce style-là, généralement, on a tendance à réagir en 3 temps. Premier temps, qui était une grosse partie de ma carrière, c'est les gens ont répété, mais ça marchera jamais ton truc, Greg. Donc forcément, ça demande beaucoup de résilience pour continuer d'avancer. Puis à un moment donné, les gens se disent « Oh punaise, ça marche, on va tous mourir ». Et puis à un moment donné, tu te dis « Mais on faisait comment sans ça ?» Et si vous regardez dans l'histoire avec Edison et Tesla, c'est également ce qui s'est passé sur l'électricité. Donc pendant des années, on leur a répété « Ça marchera pas ». Puis quand ça marchait, on a fait des démonstrations à malheureusement en fait de manière injuste tuer des animaux pour montrer que l'électricité était dangereuse sur les places publiques. Et en fait, aujourd'hui, si on n'a pas d'électricité, Antoine en parlait il y a quelques instants, quand tu disais que l'électricité était tombée, voilà quoi, s'il n'y a plus d'électricité, comment on fait quoi? Frédéric, tu es d'accord avec cette vision-là, je suppose? Ouais, bien sûr, ouais. Et puis pour répondre à ta question, donc qu'est-ce que c'est pas? Je vais dire de manière assez provocante, l'intelligence artificielle, c'est pas artificiel et c'est pas intelligent. Donc ça c'est clair. Donc c'est pas artificiel. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a rien qui soit dématérialisé dans le numérique. Hein. C'est des métaux, des data centers, des câbles sous-marins. Derrière chaque bit d'électronique, il y a des atomes. Donc c'est pas artificiel du tout. Et puis en plus on pourrait en parler, mais derrière ChatGPT, il y a plein d'humains partout. Il y a les gens qui les ont conçus, les gens qui l'ont aligné, les gens qui le font tourner, etc. Donc c'est pas artificiel. Et puis c'est pas intelligent parce que ce mot d'intelligence il est trop vague. Et on prête des intelligences et on parle de manière un peu marketing, moi je trouve, d'intelligence générale artificielle ou d'intelligence artificielle qui serait au même niveau que l'intelligence humaine. Et tous les mots qu'on emploie, réseau de neurones, apprentissage, IA, tout ça, ça nous fait penser à des trucs humains, voire surhumains, alors qu'en fait, on est sur autre chose, qui est vraiment effectivement un outil dont on va se servir, qui est un outil qui a sa forme d'intelligence, mais qui non seulement n'est pas là pour nous remplacer ni nous dépasser, mais qui est un outil qui est à notre main. Et donc, c'est voilà. L'IA, je dirais, ce que c'est pas pas artificiel et pas intelligent. Et puis autre chose que c'est pas, alors lequel va répondre à ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, Waze, les GPS, on les utilise depuis des années. Grégory, quand on a préparé ça, tu disais que tu travaillais depuis 30 ans dans l'intelligence artificielle. Donc on a découvert ChatGPT il y a 1 an, mais en fait c'est pas nouveau, quoi. Ah non, c'est absolument pas nouveau et ça remonte déjà à plusieurs siècles avec les notions telles que le robot, en fait, Robota, etc., qui était plutôt la volonté de pouvoir industrialiser des tâches, on va dire, musculaires, qui a quand même été à peu près établie. Aujourd'hui, on a pas mal d'industries avec des machines et des usines complètement équipées grâce à l'électricité et des machines directement, en fait, connectées. Aujourd'hui, on est à l'étape d'après de cette révolution industrielle, qui est essentiellement l'industrialisation des tâches dites cognitives et répétitives. Et donc, même si je pense dans un débat, ça peut être intéressant d'avoir des personnes qui ne soient pas d'accord, je suis aussi complètement aligné avec Frédéric, dans le sens où le terme intelligence artificielle, c'est quand même très hollywoodien.
beaucoup moins marketing et beaucoup moins fun. Mon métier, c'est de créer des supply chains d'information pour industrialiser des tâches cognitives et répétitives. Donc, c'est des tâches que vous faites tous les jours, qui sont répétitives, que vous faites avec votre clavier, avec votre cerveau. Eh bien, on peut complètement augmenter, en fait, ou faire réaliser une partie de ces tâches, en fait, par la machine. Et c'est exactement ça, et c'est le sens de l'évolution de notre civilisation. Justement, puisqu'on en est là, vu qu'on a vu ce que ce n'était pas l'IA, c'est quoi en fait? Ce n'est pas intelligent, ce n'est pas artificiel. L'intelligence artificielle, ce terme-là est hollywoodien, mais c'est quoi? C'est quelque chose qui va venir nous aider? C'est un support? C'est l'être humain augmenté et non pas l'être humain remplacé? C'est quoi? Ouais, bah c'est ça. Hein. Si on prend la définition de l'IA, c'est deux choses. Hein. Donc c'est l'ensemble des choses qui sont réalisées par des algorithmes ou des machines qui traditionnellement étaient plutôt avant réalisées par des humains. Donc ça peut dire la vision, la reconnaissance, la génération de texte, la prise de décision. Donc c'est un mot valise dans lequel on met plein de trucs différents et qui n'ont rien à voir. Hein. C'est pas ChatGPT qui conduit les véhicules autonomes et c'est pas ChatGPT qui vous recommande le prochain truc sur Netflix. C'est des algorithmes et des machines qui font des choses qui avant étaient traditionnellement réalisées plutôt par des humains et pas par des machines. Et c'est aussi la science et la technique qui consistent à faire ça. Parce que l'IA, c'est aussi un champ de recherche pluridisciplinaire avec de la neuroscience, du machine learning, des maths, beaucoup d'informatique, bien entendu, mais aussi du cognitif. Donc voilà, c'est un peu ces deux choses-là. Et dedans, effectivement, il y a tout et n'importe quoi. C'est important que les gens comprennent qu'il y a une grande diversité de familles d'IA, entre les systèmes experts, entre, je sais pas, l'IA symbolique, les choses qui permettent de prédire quand une machine à laver va se casser la figure, un arrondi de panier ou de panier moyen de donateur avec des analytics, et puis la robotique où il y a de l'IA. C'est vraiment, il y a des choses très très différentes qui sont derrière ce mot et c'est cette grande famille un peu valise, quoi. Mais alors pourquoi depuis un an et demi, depuis l'arrivée de ChatGPT, on en entend beaucoup plus parler, c'est devenu le sujet de conversation. Je suis sûr que tous, derrière votre écran, vous avez parlé d'IA cette semaine au moins une ou deux fois, quoi. Ben, c'est marrant, le patron d'NVIDIA, qui est donc un des constructeurs assez en force en ce moment sur la construction des puces qui permettent de faire apprendre et de faire tourner ces IA, il a dit que ChatGPT, c'était le moment iPhone de l'IA. Et donc, le moment iPhone de l'IA, il y avait des smartphones avant l'iPhone, mais il se trouve que depuis qu'il y a l'iPhone, tout le monde a un smartphone dans la main et il s'est passé quelque chose. Et quand OpenAI a pris la décision de mettre ChatGPT 3.5 en ligne, en fait, il s'est passé ce moment iPhone, c'est-à-dire cette adoption incroyable où en 5 jours, il y a eu 1 million d'utilisateurs, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Et là, j'ai vu les dernières stats, il y a 1,6 milliard de visiteurs sur le site de ChatGPT depuis l'origine, 1,6 milliard. Donc jamais on avait eu une adoption aussi rapide d'un service. Ça a été plus vite que Pokémon Go et Instagram. Donc ça, c'est le moment iPhone, quoi. C'est le fait qu'on s'est retrouvé dans les mains, en face, à discuter avec une IA conversationnelle et qui était bien au-delà de tous les chatbots qu'on avait pu tester avant. Grégory, c'est une question de technique et de technologie aussi, le fait que cette IA soit différente de toutes celles qu'on connaissait déjà? Alors très certainement, on a un progrès, une évolution technologique qui est inhérente en fait, qui est clairement là. Ces technologies de type en fait GPT, donc tout ce qui est génératif, étaient déjà présentes du moins depuis plusieurs années, et c'était essentiellement le fait de la rendre accessible au grand public. Donc pas mal de gens. En fait, grosso modo, du moins, c'est les exemples que tu donnais préalablement. En fait, tu as différentes typologies d'intelligence artificielle. L'IA est un domaine qui est aussi complexe, si pas plus complexe qu'en fait que le domaine de l'informatique en général. Donc, on va voir énormément de nouveaux métiers qui vont apparaître. Il y a déjà pas mal de métiers qui sont apparus. Moi-même, mon métier a complètement évolué sur les 4 à 8 dernières années. Donc, entre ce que je faisais il y a ne serait-ce que 10 ans, il y a 8 ans, 4 ans, et aujourd'hui, ça n'a absolument plus rien à voir. Ce qui est surtout intéressant dans mon cas, c'est d'avoir vu toutes ces différentes étapes et de comprendre la profondeur en fait de la mise en œuvre et du côté appliqué de ce genre d'outils pour comprendre en fait comment on peut les utiliser.
le moment iPhone est vraiment intéressant parce que c'est exactement ça. Donc, ils ont trouvé une méthodologie, en fait, pour l'exposer au grand public et rendre visible ce qui était déjà présent, en fait, nous, dans les cartons et qu'on utilisait déjà sur d'autres approches, sur d'autres méthodologies. Donc, ça a vraiment été leur démarche et c'est vraiment le coup de chapeau qu'il faut leur donner, puisque d'autres acteurs avaient exactement ce même type de technologie et n'osaient pas les lancer. Parce que forcément, en fait, c'est une technologie qui est duale. Et donc, elle peut être utilisée pour le bien, mais elle peut être utilisée pour le mal. Et donc, on se pose quand même toujours des questions par rapport au lancement de technologies de type dual, parce que forcément, ça a des retombées qui peuvent être majeures, en fait, sur une structure. Prenons par exemple des acteurs comme Microsoft, comme Google ou d'autres qui travaillent sur ces sujets, ou Meta qui fait un travail extraordinaire sur le côté open source. Il y a toujours, en fait, des craintes quand même de se dire, bon, ok, cette technologie, elle est présente, on la connaît, on commence à la comprendre et à l'utiliser. Qui va être le premier qui franchit le pas? Et donc, merci à OpenAI pour le travail qu'ils ont fait là-dessus. Cette technologie, on le disait en préparant cette table ronde, c'est quelque chose qui démocratise les capacités et les possibilités, plus que quelque chose d'inquiétant. Vous imaginez, Frédéric et Grégory, que c'est quelque chose dont on devrait tous rapidement s'emparer parce que on a tout à y gagner, quoi. On va devenir tous des cracks en maths, pouvoir faire telle et telle tâche alors qu'on ne pouvait pas. Oui, bah, tout à fait, Grégory l'a un peu dit tout à l'heure, hein. Pour moi, c'est un démultiplicateur de force. C'est quelque chose qui augmente et qui nous donne des super pouvoirs. Et comme ça a été le cas, je sais pas, d'avoir l'ordinateur personnel ou les logiciels de bureautique ou des choses qui nous permettent de faire comme WordPress, des sites web sans savoir coder. Tout ça, en fait, c'est une évolution. Et là, effectivement, Imprimer un livre. oui, ou imprimer un livre, effectivement, mais je restais sur le numérique, mais tu as raison, on peut le revenir sur autre chose. Mais je prends souvent un exemple aussi de Canva. C'est pas pour faire de la pub à Canva, mais je veux dire, avec Canva, on est tous devenus un peu graphistes. Voilà. Et ben maintenant, avec ChatGPT, avec Midjourney, avec autre chose, on est un peu créatif, on est un peu développeur, on est un peu data analyst, on est un peu tout. Et ça, je trouve ça génial parce que les premières études qui sont faites là sur qui bénéficie le plus de l'augmentation des pouvoirs magiques des IA génératives, en fait, c'est les personnes peu qualifiées. Et ça, je trouve ça génial parce que des super cadres, des super gens comme nous qui sont déjà hyper geeks, bah, nous, on trouve ça impressionnant de pouvoir travailler plus rapidement, Antoine le disait. Mais en fait, imaginez des gens faiblement qualifiés, voire qui ont des problèmes, je sais pas, de littératie ou de numératie. Mais eux, c'est pas des super pouvoirs qu'ils ont, c'est qu'ils deviennent Iron Man, c'est Jarvis, quoi. Donc, c'est complètement un truc qui leur démultiplie leurs pouvoirs. Et ça, moi, je trouve que c'est juste exactement ça dont on avait besoin. Ici, la Good Week, on parle de collecte de fonds. Et le thème de cette table ronde, c'est faut-il confier notre fundraising à l'IA? Comment est-ce que pour la collecte de fonds, comment est-ce que pour le fonctionnement plus général du monde associatif, du monde des fondations, l'IA peut devenir utile? Pour l'instant, on va rester un petit peu dans cette catégorie-là, sans faire d'angélisme pur. Vous inquiétez pas, je vous poserai des questions sur les lignes rouges à ne pas franchir après. Grégory, tu veux y aller? Oui, en fait, l'IA ne va pas remplacer votre travail de collecte de fonds. Par contre, il va vous le simplifier, le rendre potentiellement plus rapide. Possibilité également, par exemple, si vous avez la liste des donateurs, de pouvoir voir est-ce qu'il y a un matching avec votre mission, donc pouvoir vous aider à analyser, éventuellement rédiger vos courriers, récupérer vos courriers en fait et pouvoir vous aider à gagner énormément de temps sur l'ensemble des tâches cognitives et répétitives. Reprenez vraiment la notion, et ça c'est l'ensemble des projets sur lesquels j'ai la chance de travailler. À chaque fois, je vais plutôt regarder quel est le workflow opératif. C'est-à-dire que typiquement, quand vous faites votre levée de fonds, vous avez toute une série d'étapes par lesquelles vous allez passer. D'abord, vous allez définir votre mission, votre vision, ce que vous voulez faire, la non-profit, comment vous voulez en fait la positionner. À partir de là, vous allez rechercher en fait des donateurs cibles, commencer à les analyser, commencer à correspondre, préparer un dossier, etc., avec tout ce workflow. Ce workflow est essentiellement un workflow qui est cognitif. Toutes les tâches ne sont pas répétitives. Après, là-dedans, vous aurez des tâches qui vont être répétitives. C'est celle-là que vous devez commencer à cibler
pour utiliser la machine. Et vous pouvez, de manière très simple, dans un premier temps, utiliser ChatGPT un peu pour soit en ce qu'on appelle un sparring partenaire, c'est-à-dire quelqu'un en fait qui vous pouvez lui donner l'information et lui demander de vous aider en fait à créer des documents, du contenu, de l'information, ce genre d'éléments, mais ensuite vous pouvez l'utiliser pour carrément en fait générer des lettres et des documents et gagner beaucoup de temps. Donc l'idée va vraiment être de se dire comment on aura des effets multiplicateurs par, on va dire, des facteurs 4 à 10, à 100, à 200 sur certaines tâches. Pour ma part, dans mon travail au quotidien, par exemple, une des tâches que j'ai vraiment reprise depuis quelques années, c'est du coding, parce que j'aime beaucoup coder en fait moi-même. Et donc, quand je vois aujourd'hui, je pense que par rapport à il y a un an ou deux, je code avec un facteur du moins de multiplication de productivité x4. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, quasiment 100% de mes posts depuis novembre 2022 sont générés en collaboration avec une machine. Donc, c'est-à-dire, c'est une machine qui va faire toute ma veille pour moi, qui va les lire, qui a appris à me connaître, qui va les lire en ligne entre 10 et 20 000 articles par jour sur tous les médias, qui va revenir vers moi, qui va me préparer un contenu pour d'abord me former, me faire gagner énormément de temps, parce qu'avant, ce travail, c'était moi, je devais le faire à la main. Et ensuite, je vais dire, tiens, ça, c'est intéressant, je peux le partager avec ma communauté. Elle me prépare les posts et c'est moi qui décide, qui fait éventuellement les petites adaptations avant de publier. Mais ça, aujourd'hui, c'est un travail que je peux faire entre un quart d'heure et une demi-heure, quelques fois par semaine. Avant, c'était quasiment un travail que je devais faire tous les jours, voire qui pouvait me prendre parfois une demi-journée complète, juste pour toucher, en fait, de près ou de loin qu'une toute petite partie. Pensez de la même manière, en fait. Comment vous allez pouvoir utiliser cette technologie pour vous aider sur toutes ces tâches dites cognitives et répétitives. Alors là, on parle de manière théorique parce qu'on n'est pas tous Grégory Renard et on sait pas tous coder. C'est-à-dire qu'il faut après avoir l'outil. Les outils, ils existent aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des gens. Oui. Et alors absolument. Et excuse-moi de pas avoir été plus précis là-dessus. Ok, en fait, tout le monde n'est pas dans le domaine de l'IA comme moi et avec la capacité de les programmer et les mettre en œuvre. Mais c'est justement ce que Frédéric disait tout à l'heure. C'est ce moment en fait iPhone. Et aujourd'hui, ChatGPT vous permet déjà de faire énormément. Mais il n'y a pas que ChatGPT. Vous avez Anthropic, vous avez Bard, vous avez Poe, vous avez You.com, Perplexité. Et ensuite, vous avez également la communauté open source qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui toute une série d'outils qui arrivent, qui sont, on va dire, transversaux. Donc, ils vont vous permettre d'avoir une interaction plutôt globale. Et 2024 est vraiment l'année de la productisation. Donc, vous avez énormément de startups qui sont en train de partir en vertical sur des sujets bien précis. Et j'imagine qu'il y en a qui travaillent sur le sujet du fundraising pour des non-profits. Frédéric, Ouais, peut-être deux éléments de rebond, effectivement. Donc, le premier, c'est sur les cas d'usage fundraising, parce que Antoine m'a très gentiment présenté comme étant un expert de l'IA. Ça me fait un peu rougir face à des gens comme Grégory. Mais il se trouve que j'ai aussi une petite expertise bien modeste sur les sujets de collecte de fonds et d'associations, parce que ça a été une partie de mon parcours professionnel. Donc, moi, je vois très bien, en fait, quels sont les cas d'usage. C'est des IA qui permettent de générer du contenu, Grégory l'a dit, mais c'est des IA qui sont conversationnelles. Et qu'est-ce que c'est qu'une collecte de fonds et que le fundraising et que du marketing, si ce n'est une conversation avec des prospects, avec des clients, avec des donateurs, il y a de la fidélisation. Donc ça, le côté conversationnel, on voit tout de suite, les chatbots, donc comment on peut l'utiliser en termes de collecte de fonds. Et l'autre chose qui est le saint graal de tous les marketeurs et de tous les fundraisers, c'est l'hyper-personnalisation. Là où vous vous amusiez avec un fichier de donateur à faire du public postage en disant tel type de client, il va recevoir plutôt tel type de courrier et il y aura son prénom dedans, donc il aura l'impression que c'est personnalisé. Là, vous pouvez aller jusqu'à de la personnalisation individuelle. C'est-à-dire que chaque personne à qui vous allez envoyer votre mailing va recevoir un mailing qui est différent par nature et pas juste un ou deux mots qui changent. Donc ça, c'est le rêve de l'hyper-personnalisation de tout le monde en collecte de fonds en marketing. Ça, maintenant, c'est possible avec les IA génératives. Et la deuxième chose, au-delà de la technologie, en fait, cette manière d'interagir avec les ordinateurs, c'est une nouvelle interface homme-machine, femme-machine. Et en fait, maintenant que c'est conversationnel, que ça peut être à la voix et que ça peut être de manière multimodale, en fait, on devient un développeur, mais sauf qu'on développe en langage naturel. C'est-à-dire que le premier langage de programmation du monde maintenant, c'est l'anglais.
C'est pas Python, c'est pas Java, c'est pas Rust, c'est pas le C++. Maintenant, on peut faire des choses en langage naturel. On peut faire de la data analyse et parler avec un fichier Excel en langage naturel. On peut le faire avec du Python en langage naturel. On peut lui dire, fais-moi un script qui fait ci, qui fait ça, sans savoir coder. Et ça, maintenant, on peut le faire. Donc, cette nouvelle interface, elle est complètement révolutionnaire. C'est un peu, alors plus que le moment iPhone, enfin il y a peut-être deux moments, hein, je dirais, mais c'est le moment de l'arrivée du premier Mac aussi. C'est-à-dire qu'avant, il fallait savoir taper ses lignes de code pour pouvoir imprimer. Et puis ensuite, Apple est arrivé avec une souris et il fallait juste cliquer sur un bouton pour imprimer, c'est ça? Tout à fait. Il y a eu des Graphic User Interface, hein, des GUI, et maintenant, en fait, il y a des Natural Language Human Interface et User Interface. Et ça, vous imaginez, pour les gens, je reviens, désolé, je bloque, hein, mais illettrés, qui ne connaissent pas l'anglais ou qui parlent, ils sont réfugiés, qui ne connaissent que le ourdou, le farsi. En fait, maintenant, ça abolit complètement la modalité de l'écrit, parce que ça peut être à la parole, et la modalité de la langue. Donc, il y a un côté tour de Babel et il y a un côté interface universelle, quoi. Mais on a toujours rêvé d'interagir avec les ordinateurs de manière simple. Maintenant, ça y est. Et alors, tu me donnes pas parce qu'il y a pas que la collecte, hein, c'est-à-dire que bien sûr il y a la collecte, mais il y a aussi l'utilisation de manière très concrète sur le terrain. Et ça aussi, dans le fonctionnement associatif, ça peut être utile. Je sais pas moi, des gens qui interviennent à l'étranger, dans des territoires où les gens parlent pas l'anglais du tout, parlent des dialectes. L'intelligence artificielle peut combler ce genre de choses. Dans la jungle de Calais, par exemple, ça peut apporter beaucoup de facilitation de dialogue. Il y a déjà eu des cas d'utilisation de chatbots avec des IA génératives dans des cas de disaster management, avec des gens qui avaient des premiers éléments d'information dans leur langue vernaculaire, en créole ou en je ne sais pas quoi, en attendant de pouvoir accéder à des informations plus poussées ou de voir une personne humaine. Au moins, ils avaient déjà des premiers éléments et on leur shootait des SMS qui étaient traduits à la volée par des IA génératives. Donc ça, c'est déjà arrivé. Alors, on est tous autour de la table, en tout cas, vous deux déjà, très confiants sur l'avenir de l'IA. Maintenant, est-ce qu'on peut aussi essayer d'être un peu réaliste et se dire, tu l'as dit, hein, Grégory, au début, c'est une technologie duale, c'est-à-dire que elle peut faire le bien comme elle peut faire le mal aussi. Quels sont les points de vigilance? Est-ce que tout ce qu'on craint et pas forcément un petit peu sous-jacent, c'est-à-dire que quand on voit que le deepfake peut tout à fait nous faire croire que la dernière en date, je le disais un petit peu en intro, mais c'était la semaine dernière où des Américains ont reçu des coups de fil de Joe Biden leur demandant de ne pas aller voter avec la voix de Joe Biden. Est-ce qu'il y a quand même pas des points de vigilance à avoir sur cette technologie-là? Alors, très forcément, comme toute technologie duale, vous avez des éléments qui sont pour et des éléments qui sont du moins, des éléments positifs et des éléments négatifs. Je pense que 2024 va être intéressant parce qu'au niveau de notre civilisation, on n'a jamais eu autant d'élections avec ce type de technologie. Potentiellement, il y a un vrai sujet. Donc, principe de base, c'est vous en tant qu'utilisateur, c'est vérifier à chaque fois les faits. Donc, ne prenez pas toute information comme étant acquise parce que vous la recevez de manière directe. Donc, vérifiez en fait si l'information est véridique en fait et concrète. Donc ça, je pense que c'est un élément de base. Après, très forcément, voilà, pour moi la question est plus qui est en contrôle en fait de ces technologies. Qui a le contrôle en fait sur ces technologies? Quelle est la régulation que l'on va mettre en fait, non pas sur les éléments de recherche, mais plutôt sur les éléments en fait de produits. C'est-à-dire quand on regarde la voiture est arrivée, il n'y avait pas de ceinture de sécurité au début. Donc, il n'y avait pas d'éléments de sécurité. Et donc, l'open science, de manière générale, a permis de faire accroître, en fait, tous ces éléments de sécurité. Quand on regarde aujourd'hui la déformation, en fait, des véhicules a été récupérée depuis des algorithmes de déflagration sur les bombes. Donc, qui étaient mis, en fait, en open science au travers de Oppenheimer, si je me souviens bien. Donc, on est exactement dans tout le sens de cette démarche. Et moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance en la gravité sans être naïf. Donc, c'est-à-dire que je pense que les choses vont se poser. Il y a beaucoup de poussière en l'air aujourd'hui qui est essentiellement au travers des médias qui forcément en fait aiment bien
ressasser ces éléments. Ce qu'il faut maintenant, c'est être dans les tranchées, bosser et utiliser la technologie de manière concrète, parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est, pour ma part, je pense, à un moment qui est darwinien. On se souvient l'arrivée en fait de l'ordinateur personnel, du spreadsheet, du moins le tableur, tableur sans donner une marque bien particulière. Donc on a vu en fait, donc je viens d'une famille où il y a pas mal en fait de comptables dans la dernière génération, donc plutôt dans la génération de mes parents. Et je me souviens de discussions où des personnes qui n'avaient pas adopté l'ordinateur personnel et le tableur en tant que comptable se trouvaient en fait décalés par rapport à leur métier. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'adopter en fait ces outils, de les prendre en main. Comme la calculatrice au début, si on se souvient, années 86 à peu près, les enseignants étaient dans les rues en disant non, on peut pas utiliser la calculatrice, ça va rendre les gens stupides. Bon, aujourd'hui, on se pose plus trop la question. Et donc, c'est normal qu'on passe par cette étape-là. Et donc, il faut la laisser passer. Par contre, il faut faire en sorte, pour moi, un des éléments qui est vraiment important, c'est l'inclusion. Comment on est sûr qu'en définitive, on ne crée pas une fragmentation encore plus forte dans notre société et dans notre civilisation. Ouais, tout à fait raccord. Donc, des problèmes, il y en a partout. Il y a des problèmes de cybersécurité. La petite fenêtre dans laquelle on met des prompts, c'est une surface d'attaque pour les gens. Les modèles de langage peuvent être utilisés par des propagandistes, par des spammers, par des terroristes. Un prompt, juste un prompt, c'est la consigne qu'on donne à la machine. Ouais, c'est comme on fait une requête sur Google et on tape des mots-clés, en fait, c'est effectivement l'instruction qu'on donne. Donc, il y a des problèmes de biais aussi, parce que ça, c'est souvent la tarte à la crème qu'on a en disant oui, mais c'est biaisé. Quand on demande à ChatGPT, il y a des biais de genre, il y a des biais de machin. Bah oui, forcément, puisque nous sommes biaisés et qu'ils ont été entraînés sur des datas qui sont des datas humaines, donc ils industrialisent nos propres biais. Mais là encore, moi je dis souvent de manière provocante, c'est beaucoup plus facile de débiaiser une IA plutôt que de débiaiser des humains. Donc là encore, oui, il y a des biais, mais on peut les mitiger. Il y a des problématiques d'impact aussi écologique. Donc ça, souvent, on me dit oui, mais quand même, ça pollue vachement d'entraîner des modèles. Mais je veux dire, c'est l'épaisseur du trait par rapport au vrai impact écologique du numérique que sont les matériels, les équipements, le spam, la pornographie, Netflix, tout ça, c'est beaucoup plus polluant que ChatGPT. Donc là encore, ne nous privons pas sous prétexte que ça pollue ou je ne sais pas quoi. Enfin, moi, si j'ai à choisir, je préfère qu'on ne fasse pas le métavers, mais qu'on fasse l'IA. Il n'y a pas de problème. S'il faut choisir, il n'y a pas de souci. Et puis après, il y a plein d'autres, effectivement, problématiques. Mais toutes ces problématiques-là, désolé, c'est pas moi qui dis ça, mais c'est souvent le patron de l'IA chez Meta, qui est quelqu'un qui a un prix Turing, Yann Lequin, qui est une des rares personnes au niveau mondial, je ne sais pas si Grégory me suivra là-dessus, qui dit des choses mesurées et intelligentes sur l'IA au lieu de crier à Terminator et à compagnie. Il dit, mais de toute façon, la plupart des problèmes qui sont posés par l'IA, la solution existe et elle passe par l'IA. Donc en fait, il y a un moment, oui, il y a des problèmes, ne les mettons pas sur le tapis. Il y a des problèmes de RGPD, il y a des problèmes de données, mais là encore, l'Union européenne va donner un cadre, etc. Voilà. Voilà. Tout est, je ne dis pas que tout est sous contrôle, je dis juste que ce n'est pas parce qu'il y a des risques qu'il ne faut pas déployer des technologies qui vont nous libérer d'un certain nombre de choses et puis créer des possibilités qui n'étaient pas ouvertes avant. Est-ce que l'Union européenne, on est aujourd'hui dans un marché mondialisé, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Union européenne, elle est suffisamment puissante pour nous protéger de ça, parce que il y a plein de gens sur la planète qui sont très bien intentionnés, puis il y en a d'autres un petit peu moins. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que c'est un peu la même qu'on aurait pu imaginer. Avec Elon Musk et X, c'est-à-dire que l'IA, il y a des gens, et on revient d'ailleurs avec cette question-là à la table ronde de départ sur les grands philanthropes, c'est-à-dire que ce qu'il n'y a pas une poignée de gens sur la planète qui vont pouvoir aussi orienter un petit peu les choses. Voilà, ces deux choses-là, ça fait partie aussi des points de vigilance ou pas? Tu veux y aller, Grégory, sur la régulation européenne ou pas? Non. Écoute, étant aux États-Unis, je pense que c'est peut-être mieux qu'une personne en Europe démarre sur le sujet. Mais non, mais en ce moment, il y a, je sais pas, Meta avec Facebook, il y a et Instagram, il y a des nouvelles choses qui s'appliquent maintenant au Big Tech et qui obligent Apple à avoir un App Store qui n'est pas App Store et à passer. Donc, il y a des dispositions et des régulations qui font que si les sociétés étrangères, notamment américaines, veulent faire des choses en Europe, elles le feront dans le cadre des réglementations européennes. Donc ça, le RGPD est quelque chose que
une partie du monde nous envie parce que ça a fait effectivement des émules. Donc voilà, ça c'est bien que ça soit le cas. Après, l'adage dans le monde de la tech, c'est de dire les Américains inventent un truc, les Chinois le copient et nous on le régule. C'est bien si on ne reste pas uniquement dans le couloir de nage de la régulation et qu'on peut aussi inventer des trucs ou copier des trucs. Moi, je serais très content si l'Europe pouvait aussi copier ou inventer. Donc voilà, et il y a un trade-off, enfin il y a des arbitrages entre la régulation et l'invention. Si on régule trop, on ne peut plus inventer. Donc voilà, là encore, il faut réguler, mais peut-être pas n'importe comment, peut-être pas de manière hyper dure au début. On peut aussi mettre des garde-fous au fur et à mesure. Et bien entendu, il ne faut pas laisser les acteurs s'autoréguler. Hein. Mais je veux dire, le fait de dire si il y a les Chinois d'un côté, les Américains de l'autre, et donc faisons un ChatGPT français pour ne pas subir la domination américaine, c'est que des mots. On n'a absolument pas l'infrastructure pour faire des choses comme ça. Et pourtant, un des meilleurs modèles de langage du monde maintenant, qui est presque numéro 3 mondial, eh ben c'est un ChatGPT français qui s'appelle Mistral. Parce qu'on a des super mathématiciens, des super data scientists. Donc voilà, on va pouvoir faire des choses, il faut réguler, mais il faut aussi laisser l'innovation venir. Et puis surtout, il faut arrêter d'en parler, et c'est ce que disait Grégory, il faut mettre les mains dedans et savoir de quoi on parle. Il y a beaucoup trop de gens qui parlent d'IA et qui disent n'importe quoi. Et pas que dans les médias, hein, aussi dans les instances gouvernementales. Et donc Grégory revient parler à l'oreille des présidents. C'est pour ça qu'on vous a invité, Grégory, un mot, notamment, alors pas forcément sur la réglementation internationale, mais sur le contrôle par quelques firmes. Est-ce que ça, c'est aussi un fantasme ou est-ce que c'est un risque? Bah, disons qu'il y a forcément un risque, mais je pense qu'on est quand même beaucoup plus dans le fantasme que dans le risque. Et on voit, en fait, regarder le travail extraordinaire fait par Hugging Face sur la communauté open source et d'ailleurs, by the way, créé par des Français. Donc, j'ai envie de dire que on est à une étape où, si on regarde la presse de manière globale, on peut avoir cette inquiétude-là, mais elle va se dissiper de manière très rapide. Vous avez un modèle qui sort, tel que par exemple GPT-4, et vous allez avoir un équivalent open source en fait qui va arriver dans des délais très courts. Donc les délais aujourd'hui, en fonction de la typologie de modèle, on est plutôt sur des délais de 3 à 6 mois, et le fait que ce soit complètement accessible, on est plutôt sur une année. Donc très forcément, on a eu une force de croissance qui était exponentielle. Et je pense vraiment que le cas OpenAI était vraiment très intéressant et il risque d'être étudié dans les universités de marketing, de communication, parce qu'il y a eu quand même un travail de fond qui était extraordinaire pour créer une forme d'anxiété, en fait, avec des annonces qui étaient continues, qui étaient soutenues. En fait, ils avaient préparé le travail parce que quand on regarde et si on fait un peu, si on essaye de dérouler la pelote, on voit qu'en définitive, ils travaillaient sur les annonces depuis plus d'1 an parce qu'ils avaient déjà cette technologie. Cette technologie, en fait, pour vous dire, donc derrière ces éléments de Generative Pre-trained en fait transformers, pour commencer à peut-être rentrer un peu plus dans le dur de la techno, viennent en fait de technologies qui permettent de faire ce qu'on appelle du zero-shot learning, c'est-à-dire c'est comment on va prompter, en fait, donc donner des instructions à la machine sans lui avoir instruit préalablement sur des sujets particuliers. Par exemple, cette technologie, par exemple, lui dire tiens, je te donne un texte. Est-ce que on parle de pro ou anti-LGBT dans ce texte, ou est-ce que tu es capable de retrouver dans ce texte toutes les personnes qui sont mentionnées? Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, prenez un article, allez sur Internet, premier exercice, copiez le contenu de l'article, demandez à l'agent en fait de vous synthétiser. Prenez un PDF, éventuellement un document que vous recevez sur, par exemple, sur le AI Act. C'est la première chose que moi j'ai faite. J'ai été chercher les documents. Je l'ai mis, j'ai dit, voilà, donne-moi un résumé sur quoi je dois être vigilant par rapport à la façon dont je travaille au quotidien. Donc, ce sont en fait des promptings. Le prompting existe à peu près depuis 4-5 ans. Donc, on est sur des technologies en fait qui arrivent et ce qui compte, c'est vraiment au fur et à mesure, voilà, comment elles vont être accessibles au plus grand nombre dans la mise en œuvre. Et là, on y est, mais complètement. Donc, je pense que ça va... On a été de cette manière exponentielle croissante. Et là, on arrive tout doucement sur une forme de plateau avant la prochaine exponentielle. Ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, toutes les conditions générales de vente qu'on reçoit en 50 pages, on va pouvoir demander, dis-moi, quelle est la ligne qui va me poser problème, quoi. Si je résume un petit peu. Dans tout le monde, il y a l'usage, hein. Moi, je conseille à tout le monde de le faire. Hein.
C'est de donner les CGU de J'ai Facebook ou de Meta. juste une question sur la formation des collaborateurs, parce que tout ça, on est très théorique, mais comment est-ce que les gens qui nous suivent peuvent former leurs collaborateurs là-dessus? Là-dessus, je veux bien prendre la main, c'est un peu le métier de Simplon, mais la plus grande université du monde, c'est Internet. Et la meilleure université du monde pour apprendre à travailler avec ChatGPT, c'est ChatGPT. Enfin, c'est un truc circulaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des contenus partout si on veut s'auto-former. Il y a des choses qui existent sur YouTube. Il y a, je sais pas, un parcours pour savoir comment prompter sur Open Classroom qui est gratuit. Il y a des formations qui commencent à se faire un peu partout. Il y en a chez Simplon, il y en a ailleurs. Le premier truc, c'est effectivement s'acculturer, mettre les mains dedans et faire venir quelqu'un qui s'y connaît un peu et qui n'a rien à vous vendre pour découvrir les choses et peut-être commencer, si on est dans le monde associatif, par sa gouvernance, par son CODIR, par son COMEX, pour essayer aussi de lever les craintes. Et après, il y a vraiment des formations partout. Il est possible de se former, de s'auto-former sur tous les aspects. Si on s'intéresse aux biais, il y a des choses qui existent en ligne. Donc, il y a énormément de choses, mais il faut commencer par ça. Il faut commencer par se faire une littératie de l'AI et savoir un peu plus de quoi on parle, quels sont les outils, à quoi ils servent. Donc, il y a plein de cas. On pourra donner ça à qui veut après, mais il y a vraiment énormément de ressources et je parle de ressources gratuites. Je ne parle pas de casser son CPF ou d'acheter à prix d'or des formations de consultants. Alors justement, il y avait une question qui était, Grégory, tu as cité des outils. Est-ce qu'il est possible de les mettre dans le chat, de faire une petite liste dans le chat des outils que tu as cités pour que les personnes qui nous suivent puissent aller elles-mêmes regarder un petit peu et puis il y a 6 votes sur cette question, ça veut dire qu'en gros tout le monde attend un petit peu des outils. Est-ce que si vous avez des questions, c'est le moment de les poser parce qu'il est déjà 16h47 et on va entamer la dernière partie de ce rendez-vous ensemble. Antoine, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou des amendements à faire? On a perdu Antoine pour l'instant. Non, mais moi j'ai écouté ça avec grand intérêt. L'une des questions que je me posais, c'est quand vous travaillez, vous, avec cet outil, est-ce que vous le domestiquez en introduisant vos propres champs de compétences, d'investigation, ou est-ce que vous utilisez finalement un outil généraliste que vous travaillez ensuite en conversation jusqu'à ajuster votre demande aux capacités de réponse? Voilà, j'ai l'impression que quand on fait de la musique, on s'appelle les Rolling Stones, j'imagine qu'ils doivent avoir des IA adaptés. Quand je suis écrivain, c'est Bernard Werber en France qui a dit que son dernier livre, 5% était écrit par une IA. Donc c'est intéressant. C'est un écrivain qui a une audience incroyable. J'imagine que les gens d'Hollywood ont fait grève parce qu'ils avaient peur d'être concurrencés par une IA qui allait écrire des scénarios, des synopsis. Est-ce qu'il faut qualifier ces IA et les travailler pour les adapter à notre secteur, ou en fait on travaille sur du générique et ensuite on le fait progresser par les conversations qu'on crée avec lui? Les deux, sauf si Grégory tu veux enchaîner, mais les modèles généralistes qui ont été cités dans le chat sont tordables pour gérer des problématiques spécifiques ou sectorielles par le prompt, ce que disait Grégory, par le fait de mettre du contexte et d'interroger de manière spécifique, de peaufiner aussi si on veut les choses. Et puis, c'est très bien que tu prennes l'exemple des scénaristes américains, puisque les 148 jours de grève qui ont abouti à un moratoire de 3 ans, où ils ont 3 ans pour se reformer et trouver un autre job, parce que l'IA, en fait, qui va les remplacer, effectivement, elle est redoutable. Elle s'appelle Sudowrite. Et Sudowrite, elle est basée sur un GPT. Donc, en fait, c'est des modèles généralistes qui ont été peaufinés pour répondre à une problématique sectorielle ou à un acte métier, des choses comme ça. Donc, il y a des grands modèles, les modèles qu'on appelle de fondation. On peut les utiliser pour répondre à des besoins spécifiques ou alors les packager et les peaufiner pour qu'ils répondent à quelque chose de spécifique. Donc, les deux sont possibles. Mais dans les deux cas, quand tu promptes, la règle, c'est que, souvent en informatique, en mauvais anglais, c'est garbage in, garbage out.
Et donc, plus ton prompt est pourri, plus ta réponse sera pourrie. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'il faut poser des questions de manière très précise. Il ne faut pas dire écris-moi une lettre de motivation. Il faut dire écris-moi une lettre de motivation pour un emploi avec, etc. Et copier-coller l'offre d'emploi et copier-coller son CV. Et ouais, mettre de l'input, comme on dit. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez démarrer vraiment de manière simple, exactement comme Frédéric vient de vous expliquer. Démarrer, expérimenter. Ce qui est vraiment important, c'est pratiquer. Et vous y mettre dès maintenant, commencer à l'utiliser. Au fur et à mesure, vous allez comprendre comment vous aurez une meilleure qualité en lui donnant ce qu'on appelle du contexte. Et donc, le contexte, ce que Frédéric vient de dire, c'est on donne son CV, on donne l'offre d'emploi, mais également en tant que non-profit, voilà, on donne éventuellement sa mission, la description en fait de sa non-profit, on donne la liste de tous les fonds en fait qui sont dedans avec du contenu en fait sur chacun des fonds. Et ne serait-ce que pour faire des filtres, par exemple, alors c'est marrant parce qu'en fait les choses arrivent toujours à peu près en même temps. Donc on a aujourd'hui notre discussion et le week-end dernier j'étais, du moins pas interviewé, mais en fait contacté par la CEO d'un projet en fait d'une startup aux US qui veut en fait industrialiser le matching entre tous les donateurs en fait parce qu'il y en a plein potentiellement et le fait d'avoir sa mission et le fait de pouvoir ressortir de manière scorée l'ensemble des informations, pouvoir dire, voilà, comment on gagne énormément de temps sur le fait d'avoir la liste finale de qui on doit contacter pour avoir le plus haut potentiel ou la plus grande chance, en fait, de pouvoir aboutir et ouvrir des conversations. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il n'y a pas forcément de questions qui sont posées dans l'onglet questions. Et s'il n'y a pas d'autres questions, le petit événement du jour, c'est que c'est la clôture de la Good Week. Hein. C'est une table ronde de clôture, donc ça veut dire qu'on est à la fin de cette Good Week. Et une Good Week qui a été animée animée par des humains cette fois-ci. Peut-être que ce sera des IA un peu plus tard. Antoine, est-ce que tu veux dire deux, trois mots de cette Good Week parce que tu en es à l'initiative une fois encore, cette année encore? Oui, bien sûr, mais juste avant, je pense que le message de Grégory et de Frédéric, c'est de dire à tous nos amis, il faut s'y mettre, il faut se former, il faut travailler. Ça va être un chemin parfois un peu douloureux, mais en même temps qui peut être très satisfaisant, parce que je pense que finalement le monde professionnel risque de se partager, surtout sur des métiers du tertiaire, entre ceux qui utilisent cet outil et arrivent à profiter de toutes les potentialités, les rapidités, les gains de productivité qui vont avec, et ceux qui ne le feront pas. Et je pense que c'est probablement le message fondamental de cette dernière table ronde. Donc ce jeu, vous pouvez le confirmer ou l'affirmer, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut s'y mettre et ne pas tarder à le faire, parce que ça risque d'être un gros handicap pour ceux qui n'auront pas pris ce tournant. Non, pour terminer sur cette semaine, sur cette Good Week, d'abord on a été tellement content de voir le nombre d'inscrits aux tables rondes d'ouverture et celles de clôture aujourd'hui, aux ateliers. Ça a été assez intéressant de voir que les gens sont venus, sont restés pendant tout l'atelier. On a très peu d'attrition et c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que les intervenants ont été passionnants et ont permis ou ont apporté des réponses à tout l'auditoire, en fait, les gens qui m'écoutaient. J'ai pu regarder un peu d'où venait notre audience, et je vois que c'est très très diversifié. On a vraiment de tous les univers du secteur associatif, des métiers, des types de statuts, que ce soit des collaborateurs d'associations et de fondations, mais aussi des consultants, des gens de comment dire, de tout l'écosystème finalement philanthropique. Donc ça prouve que c'est un format qui intéresse et qui plaît. On va essayer d'être chaque année un tout petit peu plus efficace, pertinent et comment dire, instructif pour notre audience. En tout cas, pour nous, c'est une belle satisfaction. Et je le reconnais que moi-même, qui suis un très vieux routier de ce secteur, à chaque fois, j'apprends énormément de choses de tous nos amis. Du coup, j'ai l'impression que j'espère que c'est partagé par notre audience. En tout cas, je pense que ça fait progresser notre expertise, nos métiers, nos savoir-faire et nos échanges. Donc, c'est plutôt encourageant. Merci Antoine, merci Grégory, merci Frédéric pour d'être venus
une fois encore, partagez ça. Visiblement, dans le chat, l'audience, enfin les gens qui nous suivent, vous remercient pour cette présentation. Alors, qu'est-ce que tu dis, Frédéric, par écrit? Dis-le par oral. Oui, non, mais je ne veux pas spammer les gens, mais effectivement, il se trouve que je fais des formations d'acculturation et des formations au prompt dans le cadre de l'AFF avec Yael. Faut y aller. Des adhérents, donc bon, voilà. C'est tout Je vous encourage à y aller. Donc, l'une des réponses, c'est comment on peut se former. C'est déjà en allant voir auprès de l'AFF. Il y a des… Frédéric, tu es là pour accompagner les fundraisers. Merci à tous. On vous donne rendez-vous à l'année prochaine ou bientôt si vous faites appel à Antoine et son équipe. Merci Antoine. Merci à toute l'équipe parce qu'en fait, vous avez vu quelques personnes, mais c'est un boulot de dingue de la part de Force for Good. Il y a Corinne, il y a Claire, il y a Eric, il y a Alain. Enfin, il y a beaucoup de monde. Merci à toute l'équipe de Force for Good pour cette semaine. Et Grégory, j'espère que lors de ta prochaine venue à Paris, tu pourras venir à faire une intervention devant notre audience chez l'AFF ou d'autres instances, parce que ton expérience finalement de pionnier de l'IA et ta vision depuis la Silicon Valley de ce qui est en train de s'y passer pourrait être très contributive. Je sais aussi que tu apportes de l'aide pro bono à des associations et des fondations, et tu pourrais aussi venir nous présenter ces activités associatives et philanthropiques à notre groupe de l'AFF. Ça serait vraiment apprécié. Donc, quand tu as une date de venue, tu nous préviens et on organisera une conférence en ta présence avec quelques amis qui sont toujours autour de nous quand on fait ce type d'initiative. Avec grand plaisir, et surtout n'hésitez pas à aller voir une initiative qui touche également aux dons, sur laquelle on a lancé avec quelques amis en fait à la base de l'IA, donc personnes comme Freddy Mini ou Luc Julia que vous connaissez très certainement de nom aussi, qui est Consent Place, où on croit vraiment que on peut rémunérer les gens grâce à l'IA pour leur data et également leur permettre de participer indirectement sur des notions de dons, donc vers des associations. Ah bah si ma data peut me rémunérer, mais je vais m'y précipiter en fait. Hein. Ah bah voilà, donc voilà. En tout cas, on a eu cette semaine vraiment des très bonnes nouvelles parce que c'est quand même assez récent. On y réfléchit depuis 2018 sur comment on peut utiliser l'IA pour ça. On a eu la preuve que ça marchait. Donc maintenant, il faut le passer à l'échelle. Eh bien écoute, si moi je arrive à rémunérer ma data, j'en ferai don à l'AFF. Donc tu peux le dire à Yael. Génial. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.